Vendre ton entreprise, c'est un peu comme vendre sa maison. Mais dans cette maison, il y a des employés, il y a des clients, il y a des dettes, mais surtout, il y a une histoire qu'un entrepreneur a décidé de se lancer. Pour une deuxième fois, aujourd'hui, je vous présente un podcast sur la vente et l'acquisition des entreprises au Québec. Mon prochain invité est un courtier en transfert d'entreprise. C'est un CPA. François Baudin vient nous expliquer comment il accompagne les acheteurs ou sinon même les vendeurs à faire tout le processus du début jusqu'à la fin. Comment évaluer une PME? À quoi ressemble une transaction réussite ou sinon une mauvaise transaction? Surtout, qu'est-ce qu'on veut dégager, c'est comment bien se préparer, que vous soyez un acheteur ou un vendeur. Ce podcast est pour les entrepreneurs, investisseurs qui sont à la recherche de soit vendre une entreprise ou faire l'acquisition d'une entreprise. Donc, si vous êtes curieux, joignez-vous à cette discussion. Et vous le savez déjà, notre fier partenaire Salvatore, une belle histoire de repreneuriat avec la famille Abatiello. J'en parle énormément, mais vous devez le savoir exactement qu'est-ce que ça vaut pour nous. Si vous avez faim, si vous avez besoin de quelque chose à manger, puis je vous donne, moi, mon choix personnel, commandez ce que vous voulez comme pizza, mais rajoutez du fromage extra. Ça vaut la peine. Donc, utilisez le code promo YSP pour obtenir un 10% de rabais sur votre prochaine commande. Faites-le en ligne sur le site web ou sinon sur l'application que vous pouvez télécharger sur votre cellulaire. Donc, encourager Salvatore, c'est encourager notre podcast. Let's go, guys! What's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio, pour un autre épisode Yellow Sea Podcast. Et mon prochain invité, parlons encore une fois de repreneuriat, mais cette fois-ci, je vous présente un courtier en reprise d'entreprise. Je vous présente François Baudin. Comment Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Ça va super et merci de prendre le temps. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci de m'accueillir. Super. C'est un sujet, je trouve, qui est en ce moment... C'est un sujet de tendance, selon moi, mais je trouve que beaucoup plus de personnes en parlent. Moi, c'est justement la deuxième fois en très courte période que j'ai cette discussion-là de repreneuriat. Je suis curieux sur le domaine parce que, après avoir discuté avec d'autres entrepreneurs, puis maintenant, je me rapproche d'une dizaine d'années d'expérience en entrepreneuriat, je suis venu à cette conclusion, à me poser la question, aujourd'hui, est-ce que je serais prêt à redémarrer une entreprise à zéro ou faire l'acquisition d'une entreprise? Puis c'est la grande question qui me vient en tête. Je suis comme, on dirait que peut-être j'aurais fait l'acquisition, mais maintenant, je prends cette décision-là parce que j'ai de l'expérience. Je sais c'est quoi les embûches, je sais c'est quoi la croissance, qu'est-ce que ça prend pour faire du démarrage, et ainsi de suite. Fait que peut-être je suis plus biaisé à m'en aller vers cette direction de l'acquisition que le démarrage d'une start-up à zéro, ainsi de suite. Mais je pense que, tu sais, si j'aurais eu peut-être l'information avant même de me lancer, puis j'aurais eu peut-être le capital, puis je suis prêt à investir, puis j'ai l'information, est-ce que je prendrais la même décision? Fait que je me suis dit, tu sais quoi, ayons la discussion à ce sujet-là. C'est quoi, ça me fait plaisir, puis il y a des avantages dans les deux façons. Pour les avoir vécus dans ma carrière, dans le sens que j'ai déjà accompagné en début de carrière des entrepreneurs en démarrage d'entreprise. Aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent vendre, mais aussi des entrepreneurs qui veulent reprendre des entreprises. Je pense que je suis bien placé aujourd'hui pour pouvoir en parler. Puis je suis moi-même entrepreneur qui a démarré son entreprise il y a 5 ans. Donc, je sais c'est quoi démarrer une entreprise. Je sais aussi c'est quoi reprendre une entreprise du point de vue plus d'un courtier en transfert d'entreprise, parce que je n'ai jamais racheté une entreprise, mais j'accompagne beaucoup de clients à le faire. J'accompagne aussi des clients, bien entendu, à vendre leur entreprise. Donc, écoute, okay. Je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets de discussion aujourd'hui. Définitivement, puis c'est justement cette richesse-là d'informations que je veux pouvoir aller chercher. Mais si je te pose la question, tu sais, maintenant, regarde, tu es entrepreneur, tu as démarré, puis aussi, justement, tu gères des cas de personnes. Quel tu prendrais en ce moment? Est-ce que tu achèterais une entreprise si tu vois l'opportunité ou tu te sens comme, tu sais quoi, j'aime ce que je fais, puis je veux continuer à le faire grossir? Ben écoute, racheter une entreprise, premièrement, je pense que le principal défi, c'est de racheter une entreprise qui nous ressemble. En termes de valeur, en termes de modèle d'affaires, mais c'est aussi, il y a toujours une question de financement et de capital. Puis dans mon cas, je vous dirais que le principal défi, c'est que les entreprises dans mon domaine, il y en a, mais c'est souvent des entreprises qui sont liées à la personne. Donc, c'est la relation que cette personne-là a réussi à construire au fil du temps avec ses clients puis dans son réseau qui fait en sorte qu'il y a de la business. Fait que c'est difficilement transférable. En tout cas, dans mon cas, ça serait plus difficilement transférable.
Puis je risque de faire beaucoup de ponts entre la conversation que j'ai eue dernièrement avec Philippe Latour, que justement, lui, il est venu de parler de son expérience d'une acquisition qu'il a faite. Ouais. Puis, tu sais, lui, avant d'avoir acheté l'entreprise, il a travaillé dedans pendant 2 ans comme consultant externe. Fait qu'il a comme eu la chance même de voir la dynamique, puis même aider à rendre l'entreprise beaucoup plus stable et se diriger dans une belle direction jusqu'à temps que le président, le propriétaire de l'entreprise a ouvert la porte comme « Hey, je pense que tu pourrais faire quelque chose de plus dans cette entreprise-là, ça te tente-tu? » Puis il y a eu la relation qui a été faite. Effectivement, je te dirais que ça, c'est un cas qui est plus rare, je dirais, là. Parce que la plupart du temps, quand un propriétaire décide de vendre son entreprise puis qu'il n'y a pas de relève à l'interne, bien, c'est sûr qu'il veut la vendre à l'externe. Fait que la personne qui veut acheter l'entreprise n'a pas nécessairement le temps de travailler dans l'entreprise. Fait que c'est comme, moi je pourrais dire, c'est comme une relation, on fait un peu un speed dating. Là. On se rencontre, puis y a-tu un fit, ça marche-tu? Puis oui, OK, on continue, puis on va travailler ensemble pour la transition, mais ça se fait plutôt comme ça, en tout cas dans mon cas, quand je vends des entreprises. Fait que l'importance, c'est de créer le lien de confiance, puis de créer sa crédibilité comme repreneur ou comme acheteur, elle est primordiale. C'est là que ça se passe. Hein. C'est la première rencontre souvent que ça passe ou ça casse. Là. Je dis souvent, que ce soit au repreneur, que ce soit l'entrepreneur qui veut vendre son entreprise, s'il n'y a pas de fit, on est mieux d'arrêter cela parce que ça ne fonctionnera pas de toute manière. Puis tu sais, quelque chose qui est fou, surtout dans ce monde-là de médias sociaux, puis c'est une des raisons pourquoi la façon que je t'ai connu, tu sais, on a connecté sur LinkedIn. Ouais. Puis moi, qu'est-ce qui m'a attiré à la base, c'est vraiment tes publications, parce que tu partages beaucoup de cas par rapport des dossiers que tu mènes, puis tu fais une petite étude de cas comme, OK, il y a ça qui se passe, ça, puis ça qui va se passer. Puis j'ai trouvé ça super intéressant, fait que c'est pour ça que moi, ça m'a attiré vers toi, mais tout ce que je réalise en faisant depuis 5 ans du podcast, puis aussi en marketing, premièrement, c'est quoi du marketing? Tu l'as mentionné, mais à la base, tout est juste relationnel. Exact. C'est même pas est-ce que genre le chiffre d'affaires est gros, est-ce que je vais faire de l'argent, mais on dirait que même tu veux être avec la bonne relation, puis c'est pareil même dans le personnel. Exactement. Je te dirais que la plupart du temps, là, ce que je dis souvent à mes clients ou à des repreneurs potentiels, c'est que moi, mon travail, je te dirais, il est 80% humain, 20% chiffre. Oui, je suis CPA à la base. Oui, il y a de la fiscalité. On a besoin d'un avocat, un juriste. On a besoin souvent du comptable. Mais à la base, là, c'est une relation humaine. Donc, c'est ça, tantôt, quand je disais, tu sais, créer le lien de confiance, créer la crédibilité, c'est là que ça se passe. Là. Puis souvent, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, malheureusement. On n'a pas souvent l'entrepreneur qui veut vendre, il veut vendre assez rapidement. Fait que oui, c'est pour ça que je te dis, ça se passe souvent en quelques rencontres seulement, voir si on a vraiment des affinités. Parce que si on n'a pas d'affinité, ben c'est sûr qu'on ne pourra pas travailler ensemble. Là. Oui, il y a la transition, mais il ne faut pas oublier aussi que l'entrepreneur qui vend son entreprise, il y a une balance de vente. Là. Fait que la balance de vente, il finance le repreneur. Donc, c'est important pour lui d'avoir confiance que le repreneur va vraiment être capable d'opérer l'entreprise parce que lui, il y a des sous, là. Il y a de l'argent, il y a de l'argent en jeu, là. Il y a la balance de vente. Puis en même temps, il va assurer la pérennité de l'entreprise. Tu sais, il n'y a pas intérêt à ce que l'entreprise fasse faillite ou soit en difficulté financière. Habituellement, je dirais, de manière générale, je n'ai jamais entendu un entrepreneur qui n'avait pas à cœur ses employés puis la pérennité de son entreprise. Là. Intéressant. Puis juste en question que tu viens de dire, j'ai énormément de questions, mais juste avant tout, je voudrais savoir, connaître un petit peu plus sur toi. Comment tu as choisi de devenir un courtier en transfert d'entreprise? Qu'est-ce qui t'a mené là? Parce que c'est pas genre le chef de carrière. On se lève pas un matin. Ouais, exactement. Je suis courtier en vente d'entreprise. Surtout que tu as un titre de CPA. Ouais. Fait, premièrement, c'est sûr que je te dirais que c'est un métier ou une profession. De plus en plus, c'est en train de se professionnaliser, et heureusement d'ailleurs. C'est pas quelque chose que tu choisis à l'école, on s'entend, là. Ça n'existe pas. Je savais même pas que ça existait. C'est ça, parce que moi non plus, je savais pas que ça existait avant que je m'intéresse au reprenariat. En fait, faire une histoire courte, c'est que je m'intéressais beaucoup au courtage immobilier commercial il y a quelques années, puis j'avais décidé à ce moment-là de mettre de côté
ce choix de carrière-là. Puis, pendant la pandémie, ben c'est un concours de circonstances. Là. Dans le fond, j'ai quitté un emploi là, après avoir décidé avec mon ancien employeur que c'était mieux pour nous qu'on décide de mettre fin à notre relation au niveau de l'employeur. Puis, là est arrivé la pandémie. Bon, la pandémie, se trouver un emploi, c'était pas évident parce que tout était sur pause. Fait que j'avais encore mon projet, je te dirais, d'entrepreneuriat qui me trottait dans la tête. Tu sais. Fait qu'à ce moment-là, j'ai rencontré une personne, puis on a travaillé ensemble pendant 2 ans et demi. C'est lui un peu qui m'a initié à tout ce qui est courtage en transfert d'entreprise. Puis je l'en remercie beaucoup aujourd'hui, mais on a décidé à un moment donné de prendre des chemins différents. Mais c'est un peu un concours de circonstances, mais en même temps, tu sais, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie, là. Tu sais, j'avais déjà, comme je te disais, j'avais déjà de l'intérêt dans tout ce qui est courtage. J'ai toujours eu aussi beaucoup d'intérêt dans tout ce qui est stratégie, analyse financière. J'ai jamais été vraiment un CPA là, qui va préparer des états financiers ou faire des rapports d'impôts. J'ai toujours eu plus d'intérêt pour l'analyse financière, entre autres. J'ai toujours eu des postes plus axés sur l'analyse financière dans ma carrière. Là. OK, intéressant. Fait que là, tu t'es lancé. Puis, tu sais, ma prochaine question, c'est quand tu commences à recevoir des mandats maintenant, c'est quoi les étapes que, mettons, un entrepreneur doit... En fait, je ne reçois pas les mandats, je les cherche. Ah, tu vas les chercher. OK, c'est bon. C'est pas aussi facile de trouver des mandats. Écoute, la plupart du temps, c'est sûr que c'est du référencement, principalement. Dans le fond, il faut que ce soit des professionnels habituellement qui me réfèrent, là, des professionnels qui sont proches des entrepreneurs, que ce soit des conseillers financiers, des avocats, des comptables, etc. Là. Je ne vais pas te les nommer, là, mais habituellement c'est ça, c'est vraiment du référencement. Donc, c'est des professionnels qui sont au courant des projets de transfert d'entreprise de leurs clients. C'est vrai. Ben, ça, c'est une bonne piste à savoir. Gars, vous avez besoin d'un habit pour votre prochaine occasion? Allez voir Middleman. C'est un de nos fiers partenaires chez Yellow Sea Podcast. Puis quand vous encouragez un de nos partenaires, vous êtes en train de nous encourager, nous. Donc, Middleman, disponible sur le 8815 Avenue du Parc, bureau 201. Vous allez voir, ils ont une énorme gamme pour toute occasion. Donc, allez les voir, middleman.ca. Gars, moi aussi, quelque chose que je veux bâtir aussi dans l'environnement puis l'écosystème de ce podcast-là, c'est justement faire en sorte que peut-être quelqu'un va écouter ça puis ça, il va avoir un intérêt derrière, peut-être. Hey, laisse-moi travailler avec François pour ça va me faire plaisir de le rencontrer. Fait que, on a une couple de succès, de cas de succès là, qui viennent aussi avec le podcast. Fait que je t'en souhaite un. Merci. Donc, guys, écoutez, donc vous voulez acquérir ou vendre, c'est ce que ça se passe avec François Baudin. OK. Donc, là, tu reçois les mandats. Par où tu commences ton première chose, qu'est-ce que tu demandes? Première chose, c'est quand j'ai une référence d'un prospect, en fait, par un professionnel, la première étape, c'est que je fais ma propre analyse. Donc, je fais un peu ma vérification diligente, mon due deal, voir ce que je suis capable de vendre cette entreprise-là. Parce que c'est sûr que moi, étant donné que je suis payé principalement à commission, il faut que je sois en mesure de vendre l'entreprise. Donc, je fais ma propre analyse. Je me mets un peu dans la peau d'un évaluateur, dans la peau d'un repreneur. Dire, est-ce que cette entreprise-là peut être assez attrayante? C'est sûr qu'il y a une question de prix, hein? Il y a une question de valorisation. Si le prospect a des attentes qui ne sont pas réalistes en termes de prix par rapport à l'évaluation que j'en fais, bien, souvent, malheureusement, je dois dire au prospect que je ne peux pas prendre le mandat. Parce que je ne serais pas capable de vendre l'entreprise à cause de ses attentes. Fait que, il y a différents facteurs là, que je vais tenir en ligne de compte là, avant de décider de prendre un mandat de vendre l'entreprise. Est-ce que tu recherches fais-tu une analyse externe, voir OK, c'est quoi l'entreprise, dans quel domaine? Je peux faire une analyse un peu effectivement de l'industrie, mais je te dirais, avant d'aller trop dans l'analyse, le principal pour moi, c'est la relation. Donc, est-ce que je suis capable de travailler avec ce prospect-là? Puis est-ce qu'on a des affinités? Et est-ce que la personne a de l'ouverture à mes conseils? Dans le fond, s'il prend quelqu'un pour le représenter, pour vendre son entreprise, il faut qu'il ait l'ouverture d'écouter mes conseils. Puis souvent, ça passe par le prix. Souvent, j'arrive dans des dossiers. En fait, je dirais j'arrive dans des dossiers des fois qu'il n'y a pas d'évaluation. Dans ces cas-là, quand il n'y a pas d'évaluation,
C'est un peu plus facile parce que le client n'a pas nécessairement des attentes, des fois en termes de prix ou il n'est pas certain. Les plus difficiles, je te dirais, c'est quand il y a des évaluations, parce que les évaluations ne sont pas toujours justes, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui font des évaluations. Donc, des fois, je me retrouve avec une évaluation qui est souvent surévaluée. Donc, j'ai un travail à expliquer, à vulgariser aux prospects pourquoi moi je vois que l'entreprise dans l'évaluation est surévaluée. Fait que souvent, c'est là qui est le principal défi. Là. Ma question, j'ai toujours été curieux parce qu'on peut voir peut-être vraiment dans des nouvelles, quand, mettons, une entreprise vaut tel, mais est évaluée à tel, puis elle se fait racheter pour tel montant. Mm-hmm. Comment tu évalues une entreprise? Tu te bases sur quoi? Moi, j'ai vu des cas où est-ce que c'était basé X3 les revenus ou peut-être d'autres paramètres. Je te dirais que je prends les principales méthodes d'évaluation qui sont reconnues. Là. Ces méthodes-là, c'est pas mal reconnu dans l'industrie. C'est des méthodes plus financières. Les experts en évaluation d'entreprise les appliquent également. Comme CPA, c'est sûr qu'on est capable aussi d'appliquer ces différentes méthodes-là. Mais je te dirais où est-ce qui est le plus difficile, c'est que dans ces méthodes-là, c'est quand on commence à parler de multiples. Puis le multiple, bien oui, on peut avoir certains comparables dans l'industrie, mais la difficulté des comparables de l'industrie, c'est que souvent, c'est des comparables américains parce qu'on n'a pas autant de PME au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. Puis l'information n'est pas encore assez, je dirais, fluide, là, disponible pour aller chercher des comparables d'entreprises. Puis c'est difficile de trouver un comparable aussi. Je prends ton entreprise, par exemple. Comment je peux trouver une entreprise qui est comparable en tout point avec ton entreprise? C'est plutôt difficile. Puis c'est ça. Fait que là, il y a beaucoup de jugements qui rentrent en ligne de compte. Puis c'est là que ce jugement-là fait en sorte, des fois, qu'on se retrouve avec des valeurs d'entreprise surévaluées. Parce que ton jugement puis mon jugement est différent. Mon jugement va être peut-être un peu plus critique parce que moi, je vois beaucoup d'entreprises. Genre, c'est ce que je fais. Je fais ça à temps plein. Donc, je vois beaucoup de cas, je vois beaucoup d'entreprises. Fait que c'est sûr que mon jugement, il n'est pas le même que toi, qui a peut-être vu 1 ou 2 entreprises ou que tu as vu juste ton entreprise. Fait que c'est là que des fois, ce jugement-là rentre en ligne de compte par rapport aux multiples. Puis ça, c'est une question aussi de comment tu vois le risque par rapport à l'entreprise. T'sais. Quel serait, admettons, le top 3 ou même top 5 multiples à considérer? Bien, il n'y a pas vraiment de top 3, top 5 multiples. Tu peux pas. Oui, il y a toujours une règle du pouce qu'on dit dans les PME, là, qui est souvent entre 3 et 5, mais ça reste une règle du pouce. Puis c'est pas aussi facile que ça de déterminer la valeur d'une entreprise, comme je te dis. C'est une science. C'est pas une science exacte à 100%, parce qu'il y a quand même du jugement. Mais ça reste qu'il y a quand même des méthodes d'évaluation à tenir compte là, pour évaluer une entreprise. Mais, tu sais, à la fin de la journée, la valeur de l'entreprise, c'est la valeur qu'un acheteur est prêt à payer. Fait que si je l'évalue, par exemple, à 1,5 million, mais que finalement, je la mets en marché, puis que j'ai beau avoir fait la meilleure mise en marché au monde, puis que tous les acheteurs veulent payer 1 million, bien, c'est ça. C'est ce que ça vaut. Il y a différents facteurs qui font qu'un acheteur va vouloir payer plus ou moins. C'est sûr qu'il y a le contexte économique aussi qui peut jouer. Là, on le voit avec les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt baissent. Donc, c'est sûr que l'accessibilité au financement, c'est un facteur aussi qui peut faire en sorte que ça peut améliorer la valorisation de certaines entreprises. Mais c'est ça, il y a différents facteurs. On l'a vu en 2021, les multiples étaient très élevés dans certains domaines parce qu'il y avait une forte pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça faisait en sorte que, c'est la loi de l'offre et la demande, veut pas. Là. Fait que ça a fait en sorte que des entreprises en 2021 qui se sont payées certainement plus cher que si on l'avait vendu aujourd'hui. Là. Est-ce que la profitabilité, un multiple qui est vraiment standard par défaut, qui est important, j'imagine que c'est important. Bien, c'est sûr qu'une entreprise, il faut qu'elle fasse des profits. Si l'entreprise ne fait pas de profit et elle n'est pas rentable, c'est plus difficile à vendre. Je ne dis pas que ça ne se vend pas parce que j'en ai déjà vendu, mais c'est d'autres considérations à ce moment-là qui sont prises en ligne de compte pour pouvoir valoriser l'entreprise.
Est-ce que les ratios de dette de l'entreprise, à quel niveau d'importance? Ben, le ratio de dette d'entreprise, le ratio d'endettement, c'est parce que habituellement, la plupart des transactions se fait sans dette, c'est-à-dire que c'est l'entreprise, en fait, c'est l'entrepreneur qui vend son entreprise qui assume la dette, parce que l'acquéreur ne veut pas assumer la dette. Est-ce que c'est un facteur important? Oui et non, je te dirais. Là. Si elle est très endettée, ben ça démontre que peut-être que l'entreprise, en termes de modèle d'affaires puis en termes de structure financière, c'est loin d'être optimal, mais normalement, on va le voir d'un profit aussi. Là. Est-ce que tu peux être endetté puis être profitable? Ben oui. Parce que normalement, l'endettement, c'est une question d'effet de levier, mais il y a un certain effet de levier qui est important pour pouvoir augmenter la rentabilité. Mais si tu fais juste t'endetter, puis tu prends des mauvaises décisions financières, puis tu fais des mauvais investissements, bien, à un moment donné, le poids est important là, sur le bilan de l'entreprise. Fait qu'admettons, quelque chose que tu as mentionné, je vais juste comprendre celle-là. L'entreprise a une dette, l'entrepreneur le vend, puis on va dire c'est X, fait que dans la vente de l'entreprise, il va déduire la dette de l'entreprise de qu'est-ce qu'il y a. Dans le fond, si je vends un exemple, je te donne un exemple, je vends l'entreprise 2 millions, il y a 1 million de dettes, bien, l'entrepreneur qui vend l'entreprise, il va assumer ce 1 million-là. Fait que ça veut dire que l'argent qu'il va recevoir à la clôture de la transaction, il va recevoir 1 million. OK, je comprends. Admettons, puis je peux imaginer aussi peut-être, est-ce qu'on parle dans ton domaine, est-ce que tu sais déjà si le monde parle aussi de propriété intellectuelle d'une entreprise comme valeur aussi, ou est-ce que... Propriété intellectuelle, je te dirais, c'est sûr que dans des domaines plus traditionnels, puis je dirais qu'en ce moment, la majorité des entreprises qui vont être transférées ou qui doivent être transférées, on parle plus de secteur économique traditionnel, là, surtout dans les PME au Québec. Là. On n'est pas dans les technologies de l'information ou dans ce style d'entreprise-là là, qui doivent être cédées en ce moment. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transactions qui sont faites, mais pour les personnes qui sont plus près de la retraite, habituellement, c'est plus dans des économies plus traditionnelles. Oui. Ouais. Manufacturière. Manufacturière, mais encore là, manufacturier, le défi, c'est qu'il y a beaucoup moins d'entreprises manufacturières, puis je dirais que les entreprises manufacturières souvent se font acquérir par d'autres entreprises manufacturières plus que par des repreneurs, des individus. Fait que, il y a beaucoup de secteurs traditionnels. Par exemple, j'ai des entreprises dans le secteur d'entretien ménager à vendre en ce moment. C'est pas, comment je peux dire, sexy comme secteur d'activité. C'est pas tout le monde qui va être dans ce domaine-là, mais ça reste que c'est essentiel. Puis on l'a vu pendant la pandémie, comment c'était important, l'entretien ménager, puis s'assurer que les endroits étaient propres. Donc, il y a des secteurs d'activité qui performent encore très bien, mais qui sont plus des secteurs traditionnels d'économie, mais qui sont nécessaires. Mais ça, c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé, puis avec plus une maturité, parce que, de nos jours, avec les médias sociaux, surtout, tout le monde veut la compagnie sexy, la compagnie cool, la compagnie qui résout tous les problèmes. Tout le monde veut le Tesla. Où est-ce que c'est cool? Là, par contre, j'ai réalisé aussi qu'il y a des entreprises où est-ce que ne sont pas sexy, mais sont profitables, sont faciles à gérer. Admettons, par exemple, un exemple qui a l'air à revenir assez souvent, c'est j'ai le terme en anglais, les laundromats, oui, les buanderies. Les buanderies, oui. Ben oui, effectivement. J'ai déjà un client que j'ai accompagné là, qui avait acheté une buanderie. Car là, c'est un modèle d'affaires qui passe le temps. Tout le monde a besoin de nettoyer ses vêtements ou plus de nettoyage industriel. Des fois, c'est des uniformes, mais tout le monde a besoin de nettoyer. Fait que... C'est ça. Il y a des secteurs d'activité comme ça qui passent à travers le temps, qui sont très, 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 très rentables. Là. OK, intéressant. Est-ce que ça pourrait être perçu comme une piste, comme d'entreprise, tout ce qui est par rapport à justement genre, le nettoyage? Je te dirais, l'erreur que les repreneurs font souvent, c'est encore là, c'est qu'ils veulent avoir l'entreprise sexy, mais l'entreprise sexy, tu vas la payer, l'entreprise sexy, parce que justement, si elle est sexy, tout le monde la veut. Fait que si tout le monde la veut, tu vas la payer plus cher. Fait que, tu sais, souvent, des repreneurs me disent, là, je veux une entreprise manufacturière. Mais pourquoi tu veux une entreprise manufacturière? C'est parce que tu dis, je veux la scaler.
je veux augmenter ses profits, puis ça a l'air bien simple d'augmenter les profits d'une entreprise manufacturière, là, mais pour avoir évolué pendant plus de 10 ans dans le secteur manufacturier, je peux te dire que c'est pas si simple que ça d'augmenter les profits d'une entreprise manufacturière. Ça va faire peur. Surtout que là, avec le contexte actuel, avec les tarifs, je suis certain que certains trop de entrepreneurs... Oui, il y a trop de facteurs externes, effectivement, qui sont plus difficiles à contrôler dans une entreprise manufacturière. Fait que tu sais, il ne faut pas faire l'erreur d'essayer de chercher quelque chose que tout le monde cherche, je dirais. Puis, veut pas, le secteur manufacturier au Québec, c'est pas la majorité des entreprises. Je ne sais pas exactement le pourcentage, mais c'est sûr que c'est moins que le secteur des services. Donc, il y a beaucoup moins d'entreprises. Fait qu'en ayant moins d'entreprises, puis encore là, pour acheter une entreprise manufacturière, ça prend plus de capital, donc ça prend plus de financement. Fait que c'est moins accessible pour un individu, un repreneur. Fait que faut chercher, en fait, ça c'est souvent ce que je donne comme conseil à des clients repreneurs, c'est qu'il faut chercher où est-ce que les gens ne cherchent pas. Ça a l'air simple de même, là. Mais premièrement, il faut arrêter de regarder sur les sites où est-ce qu'il y a des affichages d'entreprises à vendre. Oui, tu peux regarder, mais si tu regardes, c'est plus pour savoir ce que tu cherches. En fait, pour définir plus ce que tu cherches et ce que tu ne cherches pas, pour t'aider, dans le fond, dans ta recherche. Parce que souvent, ce qui est affiché, c'est peut-être une infime partie ou un infime pourcentage de ce qui est vraiment à vendre. Parce que c'est pour ça que je fais un peu le parallèle souvent avec l'immobilier commercial. Tu sais, quand on parle de pocket listing dans l'industrie du courtage immobilier, ça veut dire que l'immobilier n'est pas encore sur le marché officiellement. Fait que tu peux avoir la même chose, le même phénomène souvent pour des entreprises. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'est pas encore sur le marché, puis peut-être que l'entrepreneur, il ne pense même pas encore à vendre son entreprise. Mais parce que tu vas l'approcher, peut-être qu'il va vouloir précipiter peut-être sa décision de transférer son entreprise. Donc, c'est plus comme ça qu'on va trouver la plus belle opportunité. C'est certainement pas en allant sur les sites où est-ce que tous les acheteurs vont aller, puis que finalement, il peut y avoir un peu une surenchère. C'est plus rare qu'il y ait une surenchère, mais quand même, il y a une question de surenchère ou une question aussi de barrière à l'entrée. Je te donne un exemple. J'ai des entreprises en entretien ménager, puis à vendre, j'en ai 2. Puis mes clients m'ont dit spécifiquement qu'ils ne veulent pas avoir de repreneurs. Ils disent, nous, on veut avoir des acheteurs dans le domaine. Fait que c'est sûr que si tu es un repreneur... Une acquisition de compétiteur. Tu n'as pas d'expérience. Si tu es repreneur, tu n'as pas d'expérience en entrepreneuriat, tu n'as pas d'expérience dans le domaine, c'est sûr que d'emblée, je dois malheureusement te dire que ça ne pourra pas fonctionner parce que moi, dans le fond, je respecte les critères de recherche ou de vente des mandats avec mes clients. Mais comme tu dis, est-ce qu'un repreneur, selon vraiment des gens que tu as vus, est-ce que ce sont des entrepreneurs ou c'est juste une personne qui a peut-être eu de l'argent et est prêt à investir? Ça, c'est la question que je vais essayer de te répondre, là, mais je vais t'expliquer un peu ce que je vois dans le domaine là, que je vois. Je te dirais que les repreneurs qui sont entrepreneurs sont plutôt rares. Ah ouais? Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. J'aurais pensé. Premièrement, avoir l'argent, c'est pas suffisant. Ça prend pas juste de l'argent. Souvent, il faut être capable de s'investir, mais pas juste investir de l'argent, mais s'investir personnellement. Reprendre une entreprise, ça veut dire l'opérer. Ça ne veut pas dire j'investis dedans puis tout va fonctionner tout seul. Puis la plupart du temps, mes clients, eux autres, c'est la première affaire qu'ils veulent s'assurer. Ils disent, moi, je vends mon entreprise à quelqu'un, je veux m'assurer pour des questions de pérennité puis des questions aussi de balance de vente que je vais avoir la bonne personne en avant de moi pour pouvoir opérer cette entreprise-là. Fait que c'est quoi son bagage d'expérience, de connaissances, son expertise? C'est bien beau avoir l'argent, là, mais c'est pas tout, là. Fait que c'est important. Tu sais, dans le fond, là, quand tu te présentes auprès d'un vendeur, c'est un peu comme si tu t'en vas en entrevue. Tu es le candidat, fait que démonte à ton futur employeur, entre guillemets, qui est l'entrepreneur qui va te vendre son entreprise. Es-tu la personne qualifiée pour le poste? C'est pas vrai que l'entrepreneur va vendre à n'importe qui. Il y a un risque à prendre aussi, puis comme je disais, il veut assurer aussi la pérennité de son entreprise. Il a à cœur son entreprise qu'il a bâtie pendant des dizaines d'années. Fait qu'il veut pas la vendre à n'importe qui.
Fait que là, tu dois être en mesure de le convaincre. C'est pas juste de le convaincre par rapport à tu as de l'argent. Il faut que tu sois capable de le convaincre que tu as les compétences aussi pour reprendre l'entreprise. Je pourrais assumer que peut-être une des genres d'acquisitions les plus sages, ça serait quand un concurrent veut t'acheter. Parce que lui, il veut juste peut-être t'intégrer dans ton... Pour un courtier comme moi, qui a des entreprises à vendre dans différents secteurs d'activité, puis tout dépendant de la taille, là, c'est plus facile pour moi de vendre à un concurrent dans le même domaine ou à une entreprise qui est dans un domaine complémentaire que de vendre à un repreneur. La raison étant, oui, OK, il y a l'expertise, il y a l'expérience, le fait que l'entrepreneuriat, quand je vends une entreprise à un concurrent, on parle d'entrepreneur à entrepreneur. Mm-hmm. Il est déjà entrepreneur. Il sait comment ça fonctionne, l'entrepreneuriat. Puis, il est aussi souvent, au niveau du financement, c'est plus facile pour une entreprise dans le domaine d'avoir le financement. Il y a un historique de crédit, sa banque est en arrière de lui, elle sait qu'il est en affaires depuis plus de 10 ans. Il y en a des fois que c'est pas leur première acquisition. Fait que c'est beaucoup plus facile pour moi et mon client qui veut vendre de vendre à cette catégorie-là, que je dis moi de plus d'acheteurs stratégiques dans le domaine qu'un repreneur. Fait que dans le fond, toi, pour tes clients qui sont en entretien ménager, ça serait ta première piste ou est-ce que c'était ma première piste, effectivement. Puis en ce moment, j'ai des entreprises justement à vendre dans ce domaine-là. J'en ai 2, puis c'est ça. On est en discussion avec des acheteurs dans le domaine, puis malheureusement, je dois exclure des individus ou des groupes d'individus qui veulent acheter une entreprise puis qui ne sont pas dans le domaine parce que mes clients ont été très, très spécifiques là-dessus. Là. As-tu déjà reçu justement quelqu'un qui était juste là pour devenir investisseur puis s'est dit « J'aime cette entreprise, j'ai de l'argent » puis tu voyais déjà qu'il n'y avait peut-être pas cette Ben oui, je vois souvent. Souvent, je vois des repreneurs, des acheteurs potentiels qui m'approchent et qui me disent « Ben moi, je veux investir. » Mais on ne cherche pas un investisseur. On cherche un repreneur. On cherche quelqu'un qui va reprendre l'entreprise. Mon client ou mes clients, parce que des fois, ça arrive qu'ils sont 2 ou 3 associés, ils veulent quitter l'entreprise. Donc, ils veulent quelqu'un pour les remplacer, ni plus ni moins. On ne cherche pas quelqu'un pour mettre de l'argent dans l'entreprise. Puis, c'est plus difficile aussi. Il y en a qui disent, oui, c'est correct, mais tu sais, genre, est-ce qu'il veut rester là 2, 3 ans? Mais habituellement, mes clients, quand ils veulent passer à autre chose, ils ne veulent pas rester 2, 3 ans dans l'entreprise. Là. Que penses-tu de l'entrepreneur en série? Ben, qu'est-ce que je pense d'entrepreneur en série? C'est-tu peut-être un acquéreur potentiel? Ça peut être un acquéreur potentiel, mais je dirais que les entrepreneurs en série qui réussissent, selon moi, c'est ceux-là qui réussissent à créer des synergies avec leur portefeuille d'entreprises qu'ils ont acheté dans un domaine en particulier. OK. Un exemple, je ne sais pas, moi, un entrepreneur en série qui a acheté 2, 3, 4, 5 ateliers d'usinage, puis qui réussit à consolider, si tu veux, un peu l'industrie, mais en même temps à alimenter ces entreprises, parce que dans le fond, il crée de la synergie. Là. Mm-hmm. OK, excellent. Parce qu'un entrepreneur en série qui va acheter toutes sortes d'entreprises dans divers domaines puis qu'il n'y a pas vraiment de synergie entre ces entreprises-là. Ça va être risqué. Son financier doit les dire comme il y a ça. Puis, tu sais, encore là, comme je disais, si tu n'as pas l'expérience dans le domaine puis tu vas acheter une entreprise, déjà là, tu as un risque pour mon client qui veut vendre, mais aussi tu as un risque pour l'institution financière parce que tu n'as pas d'expérience, d'expertise dans le domaine. OK. Qu'est-ce qui, genre, en 2025, en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est une bonne période? Écoute, il n'y a jamais de bonne mauvaise période. Je me suis lancé en affaires en pleine pandémie. Donc, puis je suis encore là. Fait que si tu attends le bon timing pour vendre ou acheter une entreprise, ça n'arrivera jamais. Là. Surtout depuis 5 ans, là, on le voit, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie, au niveau du... Il y a toutes sortes d'instabilités. Là. Fait qu'il n'y a jamais de bon ou mauvais timing. Il y a juste prendre des mauvaises décisions, comment je pourrais dire, en fait, de te respecter comme repreneur, il faut que tu te connaisses. Il faut que tu te connaisses bien. Il y a une question de risque aussi. Tu es capable de prendre certains risques. Puis, faut que tu sois prête à investir pas juste de l'argent, mais investir du temps comme repreneur. Puis,
comme vendeur, ben si tu attends que l'économie, ça soit parfait pour vendre ton entreprise, ben ça n'arrivera pas non plus. Puis il ne faut pas oublier que vendre une entreprise, là, ça peut prendre entre 6 mois, des fois 18 mois, 2 ans avant de la vendre. Ça ne se vend pas aussi facilement que comment je pourrais dire, vendre une maison. Là. C'est pas, tu ne te retrouveras pas dans une situation nécessairement de surenchère, puis tu vas avoir 3, 4, 5 acheteurs qui veulent acheter ton entreprise. Et avant de trouver le bon acheteur, parce que, encore là, comme je disais, trouver le bon acheteur, c'est pas juste une question d'argent. C'est une question humaine, c'est une question de fit. Fait qu'avant de trouver le bon fit, peut-être tu vas rencontrer plusieurs acheteurs avant qu'il y ait vraiment, vraiment un bon fit. À part trouver le bon acheteur, y a-t-il d'autres facteurs qui font en sorte que la transaction va prendre un petit peu plus de temps? C'est-tu peut-être au niveau des états financiers? Bien, ça dépend toujours, je dirais, comment que l'entreprise elle est structurée. C'est sûr que généralement, plus l'entreprise est petite, plus faible, je dirais, elle est organisée au niveau surtout financier, là. Au niveau des états financiers. C'est pas toujours facile d'obtenir des états financiers qui sont clairs. Ça dépend toujours du support qu'ils ont de leur comptable. Puis, veut pas, on arrive aussi des fois dans des périodes où c'est très, très, très achalandé pour les comptables. Fait que là, veut pas, ça l'entraîne certains délais, des fois, juste pour obtenir l'information financière. Ça, je dirais, c'est un défi. Là. Je le rencontre souvent. Là. Mais, à partir du moment que tu vends une entreprise ou tu décides de faire une transaction, il faut être patient. Je dis toujours à mes clients que c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. On fait affaire avec plusieurs professionnels. S'il y a un financement qui est en jeu, ben, il ne veut pas obtenir du financement, ça ne prend pas 2 semaines. Ça prend des mois. Là. Et pour quelqu'un qui veut vendre son entreprise, y a-t-il certaines choses que tu conseillerais de se préparer en avance? Comme, admettons, aujourd'hui, je voudrais peut-être éventuellement vendre mon entreprise. Je prévois peut-être dans 1 an vouloir commencer à faire les démarches pour la vendre. Là, je me donne 1 an. Qu'est-ce que je pourrais faire actuellement pour... Si tu prévois vendre 1 an, tu es déjà en retard. Parce que, premièrement, il y a toujours souvent des défis au niveau fiscal. Pour certains entrepreneurs qui ont accumulé beaucoup de liquidités dans leur entreprise, parce qu'il y a la fameuse déduction de gain en capital que les entrepreneurs qui vendent leur entreprise veulent avoir. Mais ça, il y a des critères à respecter. Puis ces critères-là à respecter, bien, il faut que ça soit dans les 24 mois avant la vente des actions. Fait que si, par exemple, tu as trop d'actifs excédentaires, donc trop de liquidités, bien, tu pourrais te disqualifier de la déduction de gain en capital. Donc, ça pourrait retarder de 2 ans ton projet de transfert d'entreprise si tu n'as pas fait tes devoirs avec ton CPA ou avec ton fiscaliste, parce qu'il y a quelque chose à faire là, pour purifier au niveau fiscal l'entreprise. Fait que ça, veux pas, tu es déjà en retard. Là. Si tu vends dans 1 an puis tu as des excédents de liquidité dans ton entreprise, ben c'est ça. Là, tu vas peut-être devoir reporter ton projet ou sinon, il va falloir que tu vendes puis tu n'auras pas ta déduction de gain en capital. Fait que le minimum de préparation, c'est 2 ans. Ça, c'est le gros minimum. Puis là, le gros minimum, c'est-à-dire j'ai 2 ans pour me préparer, mais il n'y a pas juste le côté fiscal que je dois préparer. Là. Est-ce que je peux mieux me préparer pour passer éventuellement au repreneur des rôles et responsabilités ou je peux déjà mieux m'organiser à l'interne avec mes employés au niveau des rôles et responsabilités pour que je sois qu'il y ait moins de dépendance par rapport à mon rôle dans l'entreprise. Mm-hmm. Parce que c'est souvent ça le défi des entrepreneurs, c'est que malheureusement, il y en a beaucoup que tout repose sur leurs épaules. Fait qu'il faut démontrer aussi que pour gérer ce risque-là de transfert, que si je suis responsable des ventes, je suis responsable des opérations, puis je suis responsable des finances, bien, je commence peut-être à en avoir trop de responsabilités. Surtout si je fais encore la tenue de livre et la comptabilité. Là, je parle des plus petites entreprises, bien entendu. Là, mais à un moment donné, il faut apprendre à partager les rôles et responsabilités. Sinon, il y a trop de risques parce que demain matin, je ne suis plus là. Bien, l'entreprise elle risque de s'écrouler. Là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en amont en termes de préparation. Puis c'est pas juste au niveau fiscal. Là.
Mais tu sais, admettons, si l'entreprise décide d'intégrer peut-être une nouvelle technologie qui va faciliter les opérations. Là, je te dirais, je mettrais un bémol parce que si je fais ça avant de vendre l'entreprise, puis que finalement, ça ne veut pas les implantations de systèmes, ça peut aller bien, comme ça peut aller moins bien, mais j'ai rarement vu des implantations de systèmes que tout allait bien. Ça peut créer de la turbulence dans les opérations, puis ça peut faire en sorte, des fois, une baisse de profit. Fait que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée si tu sais que tu vas vendre dans un court laps de temps. T'sais, ça dépend toujours de l'ampleur des investissements en technologie que tu peux faire, mais oui, ça peut aider, mais je dirais, je me mettrais un bémol. Je ne me lancerais pas dans une implantation de système ERP un an avant de vendre l'entreprise, mettons, là. Dans le fond, aucun investissement majeur, mais peut-être des petites choses qui pourraient peut-être juste améliorer, genre un peu... Faut gérer le risque. Il faut gérer l'investissement, le risque, puis le retour sur investissement qu'on va avoir dans l'éventualité où on va vendre notre entreprise. Fait qu'il faut se donner un laps de temps qui fait en sorte qu'on est capable de récupérer notre investissement, là. En ce moment, on est dans une population vieillissante. Là, tu commences à voir beaucoup de personnes plus âgées, des baby boomers, par exemple, qu'eux autres sont pris vraiment avec une entreprise. Comment tu vois cette dynamique-là, contrairement à peut-être des jeunes à prendre la relève? C'est quelque chose que tu vois qui est populaire ou c'est peut-être... La difficulté qu'il y a en ce moment, puis ça, il y a beaucoup de paradigmes, puis il y a beaucoup de statistiques par rapport à ça, là, puis que moi, c'est pour ça que je vois dans le marché, là, c'est qu'on voit beaucoup dans les médias, partout, qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont être transférées. Oui, c'est vrai, il va y en avoir beaucoup transférées au niveau... Je dirais au niveau des statistiques, parce que veut pas, au niveau démographique, les entrepreneurs, à un moment donné, il va falloir qu'ils passent à autre chose, là, qu'ils passent à leur retraite. Mais le défi qu'on a en ce moment, c'est que malgré ça, malgré les statistiques, beaucoup d'entrepreneurs retardent. Parce que pour un entrepreneur, surtout la génération des bâtisseurs qu'on a au Québec, pour eux, c'est leur bébé, c'est leur identité, c'est tout pour eux, leur entreprise, là. Fait que le détachement est extrêmement difficile. Puis de prendre la décision de céder son entreprise, mais malheureusement, souvent, ce que je rencontre, c'est qu'on attend à la dernière minute pour le faire. Puis attendre la dernière minute, souvent aussi, c'est dans des circonstances qui ne sont pas toujours favorables. Ça peut être la maladie, ça peut être un décès d'un proche, ça peut être même le décès de l'entrepreneur. Ça m'arrive des cas où j'ai eu à intervenir avant des entreprises puis que l'entrepreneur fondateur est décédé, malheureusement, puis que sa relève a décidé qu'elle ne voulait pas qu'on poursuive. Fait qu'on dit on va vendre l'entreprise. Fait que malheureusement, souvent, la décision elle se prête dans des circonstances qui ne sont pas favorables. Souvent, c'est des événements de vie. Des fois, ça peut être aussi simple que la conjointe elle prend sa retraite, puis l'entrepreneur dit ben là, ma femme me pousse à prendre ma retraite. Ouais. Fait que on dirait que les entrepreneurs de la génération des bâtisseurs, pour eux, le travail, la valeur du travail, c'est tellement important qu'ils ont de la difficulté à se voir faire autre chose. Fait que c'est selon moi ce qui explique que malheureusement, les décisions de vente se repoussent constamment. OK. Pour les acheteurs, c'est quoi les options de financement disponibles que un acheteur pourrait se tourner pour aller chercher une entreprise? Bien, tu sais, les options de financement, il y en a plusieurs options de financement, mais c'est sûr qu'après ma barre, il faut avoir un minimum de liquidité, là. Tu sais, moi, quand j'ai une entreprise à vendre, tu sais, la première étape, avant, c'est sûr, je valide le profil du repreneur. C'est sûr qu'on fait signer une entente de confidentialité, bien entendu. Mais la deuxième étape, souvent, c'est je demande une preuve de mise de fonds. Fait que quel est l'apport financier que le repreneur est prêt à faire? Fait qu'il faut qu'il être disponible d'une certaine somme. C'est comme si je m'achète une maison demain matin, il faut s'attendre à ce que la banque me demande une mise de fonds. Fait que ça, c'est la première source de financement, c'est-à-dire les économies du repreneur. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a la banque. Là, il faut regarder, est-ce que dans mon entourage, je peux avoir du love money? Est-ce que j'ai mon père, mon beau-père qui veut me prêter de l'argent? Est-ce que j'ai d'autres personnes dans la famille qui veulent me prêter de l'argent? Il existe différents organismes au Québec qui peuvent financer une partie de la transaction,
comme par exemple là, dans les différentes MRC, il y a différents programmes. Il y a le Fonds de transfert des entreprises du Québec qui est géré par Investissement Québec aussi pour la mise de fonds qui peut être utilisée, mais il y a différents critères. Puis la majorité des critères, souvent, c'est que ça prend un apport financier du repreneur. Fait que, ouais, par défaut, il faut mettre de l'argent. Il n'y a pas une banque ou une institution financière qui va accepter de financer une transaction d'entreprise si le repreneur ne met pas un minimum d'apport financier dans la transaction. Puis il n'y a pas non plus un vendeur qui va accepter de vendre son entreprise si le repreneur ne met pas de mise de fonds. Ça ne fonctionnera pas, là. Comme le domaine immobilier, est-ce qu'il y a comme un pourcentage, genre un sweet spot? Je dirais, règle générale, moi, j'essaie au moins de demander un minimum de 20-25 % de mise de fonds de la part du repreneur. J'essaie de faire quelque chose d'équitable entre mon client, souvent que je représente, qui est le client qui veut vendre, pour que lui aussi, dans le fond, pour que ça soit équitable en termes de risque, partage de risque entre le repreneur et le vendeur. C'est-à-dire, si le repreneur donne 20, bien, je vais demander 20 % à mon client. Fait que c'est équitable. C'est perçu comme étant équitable. Là où ce que c'est pas équitable, ça, je le vois des fois dans certains cas, c'est si, par exemple, le repreneur dit « Moi, je vais mettre 5 % de mise de fonds », mais là, c'est parce que c'est tout mon client qui va prendre le risque. C'est pas correct, là. C'est pas équitable. Puis moi, je ne vais jamais recommander à mon client de prendre plus de risques que le repreneur, là. Juste pour bien comprendre ça, tu sais, dans le fond, si l'acheteur met un 20 % par exemple, donc, tu sais... Mettons 20 % de balance de vente, ça fait 40, il nous reste 60. 60 à financer. Financé par une institution financière ou autre organisme. OK, je comprends. Okay. Parce qu'à règle générale, là, c'est sûr c'est un ballpark, là, mais règle générale, la banque ne va jamais prendre, c'est sûr, c'est un ballpark, là, il y a du cas par cas, là, mais mettons en 60-65 % la banque va prendre en termes de financement, puis le reste doit provenir de l'acheteur puis du vendeur, là. OK, je comprends. Fait que même le vendeur, il verse 20 %. Mais sa balance de vente, dans le fond. Il finance la transaction selon différentes modalités de remboursement. C'est ce qu'on appelle la balance de vente. Donc, il va comme financer une partie de la transaction. Dans le fond, c'est le repreneur va le racheter. En fait, il va repayer, si on veut, la balance de vente selon certaines modalités. Dans le sens, sur un certain laps de temps ou avec un taux d'intérêt habituellement. Donc, c'est pour ça que je dis que ça fait partie du financement. La raison pourquoi il y a ça, souvent, c'est que la banque aussi, elle exige une balance de vente parce qu'elle aussi, elle veut que le vendeur ait un intérêt financier à s'assurer que la transition se passe adéquatement, donc à réduire le risque, parce que veut pas, il y a toujours un risque à transférer une entreprise parce que les entrepreneurs qui vendent le matin, ça fait 25 ans qu'ils gèrent son entreprise. Là, fait que faut qu'il y ait un certain intérêt financier pour réduire ce risque-là aussi, là. OK, j'ai vu un cas. Dis-moi où est-ce que je me plante dans ce que je veux dire, mais j'ai vu des cas, des gens parler en finance, où est-ce qu'un acheteur peut acquérir une entreprise avec 0 $. Ça, je te dirais que c'est... Comment je pourrais dire? En tout cas, ça n'arrivera pas si moi, je représente le vendeur parce que je ne vais jamais recommander à mon client d'accepter une transaction comme ça. À moins d'avoir des circonstances vraiment, vraiment précises comme on a essayé de trouver un acheteur puis ça n'a vraiment pas fonctionné. L'entreprise est difficilement finançable. Fait que là, à ce moment-là, c'est mon client le vendeur qui doit prendre la majorité du risque. Mais on parle de circonstances vraiment particulières. Mais les gens qui essaient d'acheter une entreprise, parce que je le vois beaucoup, je le vois aussi dans les médias sociaux, puis qu'il y a des gens qui prônent ça, là, essayer d'acheter une entreprise avec 0 $, bien, il faut se mettre à la place du vendeur. Parce que le vendeur prendrait 100 % du risque. Il faut vraiment qu'il soit dans des circonstances que je dirais désespérées. C'est-à-dire qu'il veut vendre, là, puis il est vraiment fatigué, écœuré, puis il veut vendre à peu près à n'importe qui, puis ça ne le dérange pas. Je sais pas. J'ai un peu de difficulté avec cette façon de faire-là, je te dirais. Oui, parce que ça sonne bien. Moi, j'ai plus l'impression que tu essaies d'avoir quelqu'un, là, dans le sens que j'achète ton entreprise, ça fait 25 ans que tu as travaillé dedans pour 0 $. Toi, tu prends 0 risque, c'est tout le vendeur qui prend le risque. J'ai un peu de difficulté avec cette façon de faire-là, mais je sais qu'effectivement, il y en a qui prônent ça, là. OK. Là, je vais aller sur ton expérience. As-tu des histoires, des cas de transactions qui ont mal tourné?
Écoute, des transactions qui ont mal tourné. Ou juste des anecdotes vraiment d'acquisition. Je te dirais, il y en a un cas, là, quand tantôt je te parlais de relations humaines, de confiance, puis de s'assurer justement là, de créer ce lien de confiance-là. Il y en a une transaction qui m'est déjà arrivée, là, que on a essayé avec l'acheteur, puis pourtant, c'était un acheteur quand même stratégique, là, qui était plus gros que mon client, qui avait, financièrement, il était solide. Là. Mais on n'a jamais réussi. On est allé dans la vérification diligente, mais dès le départ, c'était difficile. C'était difficile, le lien de confiance. Ça a été encore plus difficile une fois que, malheureusement, là, on a impliqué les juristes. Je ne sais pas, là, il y avait une relation là, qu'on tirait un peu chacun notre bout de couverture. Fait que ça a envenimé encore plus la relation de confiance. Ça a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné parce que dès le départ, il y avait un peu de méfiance. On n'a jamais réussi à instaurer ce climat de confiance-là. Tu sais. Fait que la transaction, elle n'a pas avorté parce qu'il n'y avait pas le financement. Elle n'a pas avorté parce qu'il y avait un problème de vérification diligente. Elle a avorté parce qu'il y avait de la méfiance. Puis, je sais pas. Quand je disais tantôt le fit, là, des fois, c'est difficile à expliquer le fit humain. Là, mais dès le départ, là, il y avait de la méfiance. Fait qu'on aurait juste dit, ben regarde, on passe à un autre acheteur, là, puis on ne perd pas notre temps parce que de toute façon, si on ne réussit pas maintenant à instaurer un climat de confiance, on ne sera pas plus capable dans quelques semaines. De l'autre sens, as-tu des histoires de succès? Puis j'imagine, le succès par défaut, oui, il y a une belle transaction, mais que vraiment que tu as été fier de participer ou que tu as entendu parler, ou est-ce que, comment la procédure s'est faite, elle était un petit peu genre dure, mais tu voyais que peut-être le vendeur, il y avait genre des bons intérêts et l'autre personne. Ben, le succès, c'est, comment je pourrais dire, la définition de succès, elle est différente de chacun. Moi, je te dirais, ma définition de succès, c'est oui, c'est vendre l'entreprise, mais c'est surtout m'assurer que mon client est heureux, puis que l'acheteur aussi est heureux dans la transaction. C'est qu'on a fait une belle transaction, puis tout le monde est heureux. J'ai un exemple, l'année passée, j'avais un client ça faisait déjà un bout de temps qu'il essayait de vendre, ça ne fonctionnait pas, il a essayé de différentes façons. Il y avait un défi en termes de rentabilité. Les offres qu'on recevait, c'était souvent près de zéro ou pas loin de zéro. Il ne reconnaissait pas la valeur de l'entreprise de mon client. Puis, on a réussi à faire une transaction avec un acheteur stratégique qui voulait vraiment s'implanter au Québec. Puis, encore là, c'était le fit. Hein? C'est quand les gens sont faciles puis qu'il y a de l'ouverture, puis que à ce moment-là, il y a un climat de confiance. Puis, pourtant, mon client hésitait à vendre à cet acheteur-là étranger. Il voulait plutôt favoriser un acheteur qui était au Québec, mais malgré que, comment je pourrais dire, que le fit était moins là que l'acheteur au Québec, ben il hésitait, tu sais. Fait que là, j'ai dit à mon client, on a fait des rencontres avec l'acheteur, puis j'ai dit, t'es certain que tu veux travailler avec cet acheteur-là? Puis après réflexion, on a dit, François a dit, je pense pas que ça me tente de travailler avec. Je dis, moi non plus, ça ne me tentera pas de travailler avec. Fait, c'était mieux d'aller avec l'acheteur étranger où est-ce que c'est plus facile, il y a de l'ouverture, il y a de la confiance, il y a un climat de collaboration qu'un climat où est-ce que déjà c'est tendu. Si c'est tendu dès le départ, là, puis que tu vas avoir à travailler avec cet acheteur-là pendant 1 an, par exemple, ben, ça va être difficile. Ça va être difficile comme relation. Puis aujourd'hui, il ne regrette pas. Il est très, 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 très heureux. Ça fonctionne très bien avec son acheteur. Fait que, moi, je dis, dans le fond, une bonne transaction, c'est quand les deux parties sont heureux. C'est plate quand je reçois un coup de téléphone, tu sais. Ça m'est arrivé que mon client que j'avais vendu l'entreprise, ben là, il dit c'est difficile avec l'acheteur. Ben, tu sais, j'avais fait certaines mises en garde, mais tu sais, des fois, je vois des choses, mais si mon client ne m'écoute pas tout le temps, je peux pas... Qu'est-ce qui est difficile, par exemple, dans ce cas-là? Qu'est-ce que, genre, le vendeur trouve difficile de relation avec? C'est-tu parce qu'il ne se fait pas payer ou parce que... C'est pas nécessairement s'il ne se fait pas payer. Des fois, c'est la façon que la communication est faite après la transaction. C'est ça, tu sais, comment je pourrais dire...
il y avait eu des choses, des représentations qui avaient été faites, puis finalement, ça ne s'est pas tout à fait produit comme ça avait été mentionné, puis là, l'acheteur voulait faire une certaine réclamation, fait que là, au lieu de lui en parler, bien, il a envoyé une lettre d'avocat, fait que ça a comme, ça a créé... Okay. Faut, comment je pourrais dire... C'est important de se faire conseiller juridiquement, là, puis je ne vais jamais parler contre les juristes, là, loin de là, mais c'est important aussi pour un client, des fois, d'intégrer un juriste au bon moment, dans le sens que commencez à vous parler, là, puis si vous n'êtes pas capable de régler la situation, oui, peut-être que là, vous avez besoin des avocats, là, mais c'est parce que des fois, ça crée une relation tendu dès le départ. Si elle avait juste demandé serais-tu prête à réduire le prix à cause de telle raison, je suis certain qu'il aurait dit oui. Puis je suis certain qu'il n'aurait probablement pas hésité. Mais le fait d'avoir reçu une lettre d'avocat tout de suite en partant, ça l'a comme offusqué. Je peux comprendre. Tu comprends? Fait que, c'est important de garder pas juste la relation de confiance pendant la transaction, mais aussi après la transaction. Il ne faut pas oublier que la transition, des fois qui est jusqu'à 1 an. Après ça, il y a la balance de vente. Si la balance de vente est remboursée pendant 5 ans, tu veux garder quand même une relation de collaboration entre l'acheteur et le vendeur. Là. De transition, là, justement, c'est la prochaine question. J'ai vu dans plusieurs cas d'acquisition, par exemple, les fondateurs, les entrepreneurs, propriétaires de l'entreprise qui se fait acheter, ben ils doivent rester dans l'entreprise quand même pour une durée de temps à cause de l'entente. Puis ça, peut-être je l'ai vu dans des moyennes entreprises où est-ce que c'est beaucoup plus gros, puis peut-être le transfert de connaissances puis d'expertise qui vient avec. Est-ce que dans le cas de PME, de petites entreprises de 20 employés, est-ce que c'est quelque chose mandataire qui doit aller, c'est conseillé? Je te dirais c'est conseillé, fortement recommandé, même que ça peut être un critère au niveau du financement, là. La banque elle peut mettre comme exigence. Même la banque peut mettre une exigence qu'il y ait un minimum de transition. Il ne faut pas oublier que la banque prend un risque. Fait qu'elle veut s'assurer que la transition se fasse adéquatement. Là. Fait qu'elle pourrait exiger effectivement un minimum. Je vois rarement des transitions en bas de 6 mois. Là. C'est plus entre 6 mois et 1 an là, que l'entrepreneur qui vend va accompagner l'acheteur. Encore là, ça dépend des cas. C'est sûr que si c'est un acheteur dans le même domaine, il a peut-être besoin de moins de temps pour effectuer le transfert parce qu'il ne veut pas, il y a l'expertise et l'expérience. Mais dans le cas d'un repreneur, 6 mois, c'est vite. C'est vite passé, 6 mois. 1 an, même encore là, 1 an, ça dépend toujours de la complexité de l'entreprise. Hein. Si c'est très technique, c'est très complexe, ça peut demander une transition plus longue, là, mais j'ai rarement vu plus d'1 an. Là. OK, ben regarde, ça achève, je t'ai posé 1 million de questions, puis mais c'est super intéressant, regarde, j'en ai appris. Qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises qui meurent? Je pense que j'ai vu ça plusieurs fois apparaître où est-ce que malheureusement, il n'y a plus de relève. J'ai même, à un moment donné, j'étais en train de faire genre de la prospection. Je parle à un entrepreneur, puis il me dit, malheureusement, j'ai fermé l'entreprise la semaine dernière. Je commence à lui poser même des questions hors de mon pitch, juste à savoir, as-tu de la relève? As-tu quelqu'un qui aurait pu t'aider? Dans quel domaine qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose que tu vois fréquemment en ce moment? C'est quelque chose qui va continuer à perturber peut-être dans l'avenir à cause du sexiness de l'entreprise? Peut-être les personnes ne veulent pas. C'est c'est-tu l'entrepreneur aussi qui est par défaut? Genre, il est trop attaché ou... malheureusement, ça arrive, puis ça va encore arriver. Puis je pense que dans n'importe quel secteur d'activité, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit pour des raisons de retraite, de transfert ou peu importe, il y a toujours des entreprises qui ne passeront pas là, pour diverses raisons. Puis la principale raison pourquoi une entreprise... Ça, j'avais fait un post là-dessus, justement, sur LinkedIn, des entreprises que je disais qui étaient vendables ou pas vendables, ou transférables, si on veut. C'est sûr que, comme je disais tantôt, la dépendance par rapport à l'entrepreneur, c'est sûr que si l'entrepreneur se fait 25 ans, qu'il fait tout dans l'entreprise, il fait les ventes, il fait les finances, il fait les opérations, bref, puis en plus, il est tout seul dans son entreprise, bien, c'est sûr que transférer l'entreprise, c'est très difficile. Là, parce que
tout est dans sa tête. Là. Fait que s'il veut faire ça, ce transfert-là, il faut qu'il s'y prenne très, très, très longtemps d'avance. Là. Parce qu'il ne peut pas transférer un savoir de 25 ans en 3 mois. Là. Fait que malheureusement, il y a des, comme je disais, il y a des entrepreneurs qui attendent trop à la dernière minute et qui ne sont pas conscients ou, je ne sais pas, ils ne veulent pas prendre conscience que ce qu'ils ont bâti pendant 25 ans, qui est très dépendant de eux, ne pourront pas le transférer demain matin. Là. Fait que c'est malheureusement beaucoup d'entreprises qui sont comme ça. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, je pense que la majorité de nos entreprises, encore là, je ne connais pas la statistique par cœur, mais c'est moins de 10 employés. C'est la majorité des PME au Québec, moins de 10 employés. Fait que si tu as moins de 10 employés, déjà là, ça veut dire qu'il y a quand même une forte dépendance par rapport à toi aussi. Là. Fait qu'il faut que tu trouves une façon de rendre transférable ton entreprise. C'est souvent le facteur qui va faire en sorte que quand tu dis que tu n'as pas de relève, ben oui, tu peux ne pas avoir de relève à l'interne, mais est-ce que ton entreprise est transférable à l'externe? Ben là, il faut se poser la question. Si tout est dépendant de toi, probablement pas. Mais ça dépend encore là du temps que tu te donnes. Si tu te donnes 5 ans pour faire ça, c'est une chose. Si tu te donnes 6 mois, c'est autre chose. Là, c'est peut-être pas réaliste. Fait que plus que tu as de temps devant toi pour transférer ton entreprise, ben mieux ça va être. Là. Puis, dernièrement, j'ai commencé à suivre aussi une page sur LinkedIn, le CTEQ, donc le Centre de transfert d'entreprise. Comment tu vois cette plateforme-là? C'est-tu une plateforme qui vient justement... Parce qu'il y a beaucoup, tu sais, comme... Quand je me suis lancé, il y a énormément d'organisations justement pour aider l'entrepreneur. Fait que celle-là, ça doit être à peu près... C'est une OBNL aussi, dans le but d'aider genre le transfert, donner les ressources, peut-être mandater des personnes clés. C'est quoi qu'on peut retrouver dans ce type de plateforme-là? Bien, c'est sûr que le Centre de transfert des entreprises du Québec a un rôle à jouer pour faire la promotion du transfert puis comment je pourrais dire, d'engager les différents acteurs au Québec à ce qu'on puisse faire le transfert d'entreprise. Mais c'est sûr que ils ont des conseillers aussi, ils ont un index d'entreprise. Mais souvent, le défi, c'est qu'ils ont tellement de volume puis ils ont tellement de demandes que c'est plus difficile peut-être pour eux de bien supporter, étant donné qu'ils ont beaucoup, beaucoup de demandes, je dirais. Fait que c'est ça. Je pense que au Québec, il y a différents acteurs qui ont un rôle à jouer, incluant les courtiers en vente d'entreprise, ou transfert d'entreprise, puis le Centre de transfert des entreprises du Québec également. Chacun a son rôle à jouer. Ça m'arrive de travailler aussi avec le Centre de transfert des entreprises du Québec, avec des clients qui sont référés ou des clients que finalement on dit j'aimerais mieux avoir un courtier. Ça dépend de chaque cas. Là. Puis dans cet environnement-là du repreneuriat, quelles ressources penses-tu qu'on devrait avoir de plus? Tu parles pour les entrepreneurs qui veulent vendre ou les repreneurs? Oui, pour les deux, autant pour l'acheteur que le vendeur. Je te dirais du côté des entrepreneurs qui veulent vendre, c'est surtout des ressources au niveau plus du côté humain pour les aider à mieux cheminer ou avoir une meilleure réflexion par rapport peut-être aux enjeux, aux défis qu'ils vont devoir faire face quand va venir le temps de vendre leur entreprise, mais aussi les défis qu'ils vont avoir à faire face après avoir transféré leur entreprise, parce que je veux pas, comme je disais, c'est souvent leur identité. Fait que ça va être quoi leur identité après avoir transféré l'entreprise? Puis c'est souvent ce qui fait qu'il y a un blocage, je te dirais, là, qui fait en sorte que les entrepreneurs ne veulent pas transférer l'entreprise. Il n'y a pas assez de ressources du côté humain. Des comptables, il y en a quand même. Là. Des fiscalistes, il y en a. Des avocats, il y en a. Fait que tous ces spécialistes-là, il y en a quand même pas mal, je te dirais. Mais c'est plus du côté humain là, en termes de préparation pour faciliter justement aux entrepreneurs de prendre la décision puis des accompagner plus vraiment du côté humain dans le transfert d'entreprise. Moi, je travaille avec un de mes partenaires qui s'appelle Transfert 360, là, qu'on essaie, eux essayent justement de mieux préparer les entrepreneurs là, de ce côté-là, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Okay. Puis côté repreneur, je te dirais, écoute, c'est sûr que repreneur,
c'est sûr que le financement est un facteur, mais de là à dire qu'on va accorder du financement à tous les repreneurs, je ne suis pas prêt à dire oui. Je te dirais que l'accompagnement qui manque, c'est de bien se connaître comme futur entrepreneur, de déterminer si effectivement on est un entrepreneur puis qu'on est capable de reprendre une entreprise. Tu sais, avant de se lancer dans un projet comme ça, est-ce qu'on a les habiletés ou est-ce qu'on a les compétences pour se lancer dans un projet de reprenariat? Là? Tu sais, c'est pas de donner à n'importe qui là, d'acheter une entreprise puis de réussir aussi à opérer une entreprise. Là. Ben, c'est comme la conversation avec Philippe Latour, par exemple, quelque chose que lui a mentionné, il devrait avoir une école justement sur le reprenariat. Ben, tu sais, à l'école, est-ce qu'on apprend tout? On apprend la théorie. On apprend la théorie. Je pense plus que c'est plus... Écoute, je pense que c'est plus du coaching. C'est sûr que moi, pour les repreneurs, j'en fais du coaching. Un genre d'incubateur. Oui, mais tu sais, je crois plus au coaching, je te dirais, là, qu'une école là, de reprenariat. Oui, tu peux suivre des formations théoriques. Oui, tu peux apprendre certaines bases, mais je pense plus que tu as besoin peut-être d'avoir du coaching. Puis le meilleur coaching, c'est probablement pas moi qui peux le donner. Le meilleur coaching, c'est peut-être justement un gars comme Philippe Latour qui pourrait donner du coaching à des repreneurs et dire « Hey, moi, j'en ai acheté une entreprise. Voici ce que j'ai vécu. Moi, je peux dire ce que j'ai vécu avec des repreneurs, mais je peux pas le dire comme repreneur dans le sens que j'ai pas l'expérience d'avoir acheté une entreprise. Tu comprends? Fait que c'est différent là, comme expérience. Je pense que surtout la génération qui reprend des entreprises, les mettre sur des bancs d'école, je pense que tu les auras pas comme ça. Là. Ils aiment plus apprendre dans l'action, ils aiment plus apprendre par eux, ils aiment plus... c'est ça. Moi, je pense que c'est plus du coaching. Là. Moi, j'enlève du coaching à des repreneurs, mais ce que je dis à des repreneurs, je dis, moi, je ne suis pas là pour te trouver une entreprise. Oublie ça. Je vais t'aider à la trouver. Je vais te dire comment chercher, mais je ne demande pas de la trouver. Première raison, c'est que je veux m'assurer que la personne que j'ai en avant de moi, ben, il est-tu capable de faire l'effort? Il est-tu prêt à s'investir? Si dès le départ, il y a de la misère à s'investir pour trouver une entreprise, ça m'en dit long un peu. Comment il va faire après pour réussir? Là? Il ne faut pas oublier qu'il y a une crédibilité après par rapport à démontrer par rapport à l'entrepreneur qui va vouloir vendre son entreprise, mais aussi le repreneur, il faut qu'il démontre sa crédibilité par rapport à un banquier éventuellement. Là. Fait que il faut qu'il démontre qu'il est la bonne personne pour reprendre l'entreprise. OK, finalement. Sont où les opportunités? Y a-t-il une bonne opportunité quelque part que tu le sais, que tu voudrais partager ici? Les opportunités sont souvent... Les meilleures opportunités, c'est celles qui sont les plus difficiles à trouver. Fait qu'il faut pas commencer à creuser. Faut chercher. Ben oui, c'est comme un chercheur d'or. Il faut que tu déterres. Faut faire du réseautage. Oui, faut que tu fasses du réseautage. Oui, tu peux faire ça aussi. Mais ce qui est super important, puis ça, souvent, c'est l'erreur que souvent des acheteurs ou des repreneurs font, puis je leur dis souvent ce conseil-là, c'est sois spécifique dans ce que tu cherches. Si tu me dis que tu cherches une entreprise manufacturière qui est à vendre, premièrement, il faut que tu sois conscient que l'entreprise manufacturière, il n'y en a pas beaucoup. Deux, elle ne sera pas nécessairement à vendre parce que si elle est à vendre, probablement qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de l'acheter. Fait que sois spécifique dans ce que tu cherches. Si tu cherches une entreprise manufacturière, OK, mais le secteur manufacturier est tellement vaste. Es-tu dans le domaine du plastique? Es-tu dans le domaine de l'acier? Es-tu dans le domaine du bois? OK, dans le domaine du bois, tu veux-tu fabricant de meubles? Tu veux-tu fabricant d'armoires de cuisine? Bref, sois spécifique. Dans quelle région? Quel chiffre d'affaires ou tel nombre d'employés. Si tu me dis un BAYA, oui, moi, peut-être que je peux te dire un BAYA ou un EBITDA en fonction de ce que j'ai à vendre, mais si c'est pas affiché, c'est sûr que l'EBITDA ou le BAYA, il n'est pas affiché. Là. Le meilleur que tu peux avoir, peut-être, c'est le nombre d'employés ou le chiffre d'affaires. Fait que, parle-en dans ton réseau, développe ton réseau, dis à tout le monde que tu cherches une entreprise, mais sois très, très spécifique. J'avais un client à un moment donné, il dit « Ah, moi, je cherche une entreprise manufacturière. » « OK, dans quoi? » Il dit « Dans l'aéronautique. » « OK. Là, tu me dis dans l'aéronautique. Déjà là, tu es plus spécifique. J'ai dit « Si j'ai une entreprise en aéronautique qui est à vendre, je vais penser à toi. » Parce que tu es très spécifique. Si j'en ai 20 dans la semaine qui me disent qu'ils cherchent une entreprise manufacturière, comment tu vas faire pour te différencier? Ouais, c'est vague. C'est trop vague. Comment tu vas faire pour te différencier? C'est impossible.
Je me demande si, tu sais, je lance ça comme ça, étant un marketeur qui fait de la publicité, si lancer une publicité, un appel public très ciblé, on va dire un domaine manufacturier, je cherche à acheter une entreprise aéronautique. Ben, ciblage, ça serait peut-être faut pas oublier aussi que les entrepreneurs se font solliciter beaucoup. Hein? Tout le monde a accès au registre des entreprises du Québec, puis tout le monde est capable de faire de la recherche sur Internet pour essayer de trouver des entreprises. Fait que faut que tu sois bien préparé. Il faut que tu trouves une façon de rentrer en contact avec l'entrepreneur pour te différencier puis être très, très crédible parce que tu n'es probablement pas le premier qui l'appelle. Là. Que ce soit un courtier en vente d'entreprise, que ce soit un repreneur potentiel, que ce soit n'importe qui d'autre qui l'a appelé et disait ton entreprise est-tu à vendre. T'es mieux d'avoir fait tes devoirs. Là. Super. Ben François, regarde, tu t'as fourni énormément d'informations, puis je trouve que c'est très bien de le voir vraiment, de deux sphères possibles, autant sur l'acheteur, sur le vendeur. Je te remercie beaucoup sur ton temps. Puis je souhaite aussi pour ceux qui vont écouter que tu sois la ressource. Ici, tu es la ressource, tu es la personne que je veux pousser. Puis du moment que j'entends parler de quelqu'un qui veut acheter, qui veut vendre, ben définitivement, tu vas être la personne à qui je vais leur référer. As-tu un site web? Oui, c'est pilier.ca. Qui est mon site web. Mais au singulier? Avec un S. Pilier avec un S.ca. Okay, ouais, j'avoue plusieurs piliers. C'est ça. Piliers solides. Là. Exactement. C'est comme ça que j'ai bâti mon nom d'entreprise en essayant d'être un pilier solide. Super. OK, ben pilier.ca. Guys, sinon sur LinkedIn, je l'ai découvert avec François Baudin. Donc, merci beaucoup. Merci de ton temps. Ça fait plaisir. J'ai hâte de partager ça avec tout le monde. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Yes.